Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Ce soir, aux engagés publics, on reçoit Pascal Bérubé. Bonjour Pascal, merci de te prêter au jeu pour la quatrième fois maintenant, je crois. Bonjour Denis, toujours un plaisir. Je pense que c'est la troisième fois depuis que je suis chef parlementaire. C'est toujours un plaisir, il y a toujours des nouvelles choses à se dire. Mais là, il me semble que ça fait longtemps que tu es chef parlementaire, là. Oui, ça fait depuis octobre 2018 et j'ai réalisé en fin de semaine que je battais le record d'intérim au Parti québécois qui était détenu par Guy Chevrette entre le départ de Pierre-Marc Johnson et l'arrivée de Jacques Parizeau, donc presque 2 ans. Et je vais battre ce record-là parce que je termine le 9 octobre prochain. Toi, ça te met en octobre, c'est ça? Wow, OK. Ouais. Ça nous ramène quand même dans le temps. C'est intéressant de savoir qu'il y a eu un autre intérim aussi important au Parti québécois. Écoute, Pascal, chef du troisième groupe d'opposition, porte-parole en matière d'affaires autochtones, porte-parole en matière de laïcité, porte-parole en matière de langue française, porte-parole pour la métropole, mais aussi porte-parole responsable de la région de la Capitale-Nationale. Moi, ça m'a fait rire. Je savais pas. Puis en regardant les notes, j'ai trouvé ça drôle parce que, je sais pas, il y a comme une rivalité d'habitude. Comment tu réussis à concilier les deux et à rendre les électeurs dans chacune des deux villes ou les Québécois dans chacune des deux villes heureux? Ben, je m'intéresse à la Capitale-Nationale. J'y habite 3 jours par semaine depuis 13 ans. J'ai une résidence comme député depuis que je suis élu. Donc, je vis pas seulement la vie de parlementaire à l'Assemblée nationale. Je suis dans la ville, dans la région. Et j'ai toujours dit à mes collègues que lorsqu'on siège à l'Assemblée nationale, il faut être imprégné de la réalité régionale de la région de la Capitale-Nationale. Quant à Montréal, ben, c'est une ville qui m'a toujours fasciné. C'est une ville que j'aime. C'est la ville où habite ma conjointe. Donc, j'y vais souvent aussi. Et je suis capable de faire les deux. Et je me suis auto-donné quelques dossiers. C'est le cas de la laïcité, c'est le cas de la langue, c'est le cas des affaires autochtones. Donc, amplement de quoi m'occuper, des sujets qui m'intéressent. Puis le travail de chef parlementaire, c'est essentiellement, oui, d'être le porte-parole de notre caucus, mais aussi, je dirais, le porte-parole du parti. Parce que techniquement, le chef, lorsqu'il n'y a pas de chef élu, c'est le président du parti. C'est Dieudonné. Et Dieudonné gère le parti, moi je gère l'aile parlementaire, mais souvent, disons, je suis le visage le plus visible, le plus connu du discours du Parti québécois. Tantôt, on faisait référence à l'intérim. Moi, j'avais prévu que ça se terminait à la fête nationale, donc dans quelques heures. Je me souviens. Je pense même qu'on en avait parlé ensemble. Oui, 2 prolongations, une au mois d'août puis une au mois d'octobre. Et là, en octobre, il y aura l'élection d'un nouveau chef. Comment tu as reçu ça? Quand à un moment donné, il y a eu la crise, hein, puis les gens se sont tournés vers toi, puis ils ont dit, écoute, Pascal, on aimerait que tu nous rendes service encore un petit peu plus longtemps. Quelle a été ta réaction? Ben, d'abord, je leur avais indiqué, depuis le début, lorsque j'ai été choisi par le caucus en octobre 2018, quand on se présente, d'abord, c'est qu'on va être utile, on pense qu'on peut faire un bon travail pour le parti, puis aussi, on renonce à être candidat. Donc ça a toujours été clair au départ, et ce l'est encore aujourd'hui. Parce que oui, on me pose souvent la question, tu es Bérubé, pourquoi vous n'êtes pas candidat? Moi, je vous aime bien, vous seriez bon, ça arrive. Encore la semaine passée, je pense que c'était qui, là? On avait dans les médias encore des gens qui se désolaient que tu sois pas, que tu te sois pas présenté. Ben, je vois ça sur les réseaux sociaux, puis je reçois ça en privé aussi. Puis bon, alors je vais prendre ça comme un compliment. Je vais mettre ça dans la colonne des lâche pas. Alors bon, ça va pour ça, c'est réglé là, dans ma tête. Quand on me pose la question, j'ai toujours la même réponse. Moi, j'ai jamais eu aucune ambition d'être chef du Parti québécois, d'être député, par exemple. Ça m'intéressait drôlement depuis, je dirais, début vingtaine, parce que j'avais une grande admiration pour les élus. Puis je me disais, si un jour j'ai la chance d'être élu, ce serait vraiment quelque chose de fantastique, parce que c'est ce que j'aimerais faire, mais pas juste être élu pour être élu dans ma région. Ça, c'était très important. Donc, ça a pris du temps, puis je suis arrivé par la première occasion, mais à la deuxième élection. Mais quand ils m'ont proposé de prolonger, j'ai dit, OK, on va faire le travail jusqu'au bout, faire ça du mieux que je peux, mais la période de l'été, il y a quand même des interventions médiatiques à faire. Puis il y a beaucoup de travail qui se voit pas. D'abord, on a
de très, très longues réunions de l'exécutif national. Ça commence 18h, 18h30, ça finit vers minuit. Les membres de l'exécutif national sont très rigoureux, très organisés, ils débattent. C'est une équipe fantastique. Mais au Parti québécois, là, on est un parti de conviction. Alors, je peux vous dire qu'on débat sincèrement sur l'ensemble des enjeux. C'est très démocratique. Ça, c'est une force. Mais aussi l'enjeu du financement. Je vais en parler parce que c'est peut-être passé un peu inaperçu, mais pendant la crise, il se faisait pas de financement populaire, là. On n'a pas lancé une campagne, mais les dons rentraient beaucoup moins que d'habitude parce que les gens n'avaient pas la tête à ça, puis on voulait pas les solliciter. Donc, on était éligible à une subvention fédérale pour nos employés, auquel on avait droit, ce qui représente énormément d'argent qu'on a laissé sur la table. Je m'explique. Ben, par principe, par conviction, c'est beaucoup moi qui ai poussé là-dessus. Les conservateurs fédéraux et les libéraux fédéraux et le NPD et le Parti vert ont dit oui. Donc, ils obtiennent des centaines de milliers de dollars pour payer leurs employés politiques. Mm-hmm. Le Bloc a dit non. On n'est pas dans la même situation financière que le Bloc. Notre situation est, disons, est perfectible. On a une permanence, on a des employés, on a des activités publiques, on fait du graphisme, on fait des campagnes, bon, on fait plein de choses. Alors, j'ai dit, ben, relevons le défi. Nous, notre force, c'est qu'on a énormément de membres. On a des gens qui sont attachés à notre formation politique. On n'est pas le parti qui a les plus gros dons, historiquement. Même quand c'était 3 000 $, c'était très rare que ça arrivait. Pas les plus gros dons, mais le plus grand nombre de donneurs. Oui. C'était comme ça, en tout cas. Là, beaucoup. Oui, jusqu'à temps que la CAQ arrive. Je vous expliquerai pourquoi. Et là, j'ai dit, on va relever le défi. On prend pas cet argent-là, mais je disais à toute mon équipe, on va faire du financement, on va leur dire ce qu'on va faire avec cet argent-là, en quoi c'est important. Et s'ajoute à ça une autre complexité, c'est que les candidats recueillent de l'argent pour leur campagne. Alors, les gens qui avaient de l'argent disponible pour le Parti québécois vont l'investir dans des campagnes de candidats parfois. Ils vont pas donner une deuxième fois. Ils pourraient donner une deuxième fois. Alors, on a commencé ça. Moi, je me suis mis au travail d'abord dans mon comté. On est premier dans le financement. Puis je pense que je vais terminer bientôt ma campagne. Les gens me disent oui, puis ils m'encouragent. Ça fait plaisir. J'ai demandé à mes collègues députés d'en faire autant, au personnel, au président de comté à qui on a parlé. Donc, tout ça pour dire que je m'occupe de financement, je m'occupe d'organisation, je m'occupe des prises de position avec toute l'équipe. Je m'occupe de préparer la grande maison du Parti québécois pour le prochain chef. Donc, il y a du travail qui aura été fait, travail intellectuel avec le Congrès, ça s'est bien passé. J'étais là. Les finances, je pense que ça va bien se passer, mais il y a une discipline à avoir. Les travaux d'aile parlementaire, souvent, on salue le fait qu'on ait l'opposition la plus constructive, la plus professionnelle, la plus rigoureuse, et c'est vrai. Et lorsque le prochain chef arrivera, ben il y a beaucoup de travail qui aura été fait, mais il va arriver en mi-mandat. Mais donc, la première moitié du mandat, disons que ça aurait été fait par l'équipe parlementaire puis l'équipe de l'exécutif national et de la permanence. Mais pourquoi avoir refusé ce montant-là à partir du moment où c'était légal? Où était le gain? C'est un gain moral? Non, au final, il me semble que, tu sais, je me souviens que tu m'avais dit que t'étais plus du bord de gagner que d'avoir raison. Toi, ce qui t'intéresse, c'est gagner. Est-ce que dans ce cas-là, ça nous aurait pas, je parle au rond. Je pense je peux pas me cacher beaucoup de mes allégeances politiques, mais est-ce que ça l'aurait pas aidé un peu plus le Parti québécois de dire oui à ces sous-là? Oui, c'est sûr que ça nous aurait aidé à court terme. Nous aurait envoyé un chèque. Mais les défis qu'on a, c'est les défis de mobilisation, puis le financement permet de relever ce défi-là. Puis de toute façon, il va falloir faire une campagne de financement l'an prochain, puis en 2022 aussi. Donc, aussi bien relever le défi. Les gens du Bloc nous donnent un coup de main parce que les militants du Bloc ont dit, bon, on va financer. Souvent, c'est les mêmes, mais c'est pas toujours les mêmes. Ils vont nous donner un coup de main. Et puis, je suis fier de ça. Pourquoi je disais tantôt que là, c'est plus nous qui avons le plus grand montant accumulé parce que la CAQ, mais la CAQ, les gens n'ont pas remarqué ça, mais font de façon frénétique des activités de financement depuis octobre, sans arrêt. Ah ouais? Le nombre est assez effarant de cocktails, d'activités où il y a 1, 2, 3 ministres font ça sans arrêt depuis octobre. Donc, c'est facile à retrouver sur Internet. Donc, ils ont une volonté d'accumuler d'argent. Il faut savoir que le financement populaire qu'on reçoit, c'est en fonction du résultat électoral. Bon, évidemment, la CAQ en reçoit plus.
qu'elle peut compléter avec des activités de financement ou du membership. Les libéraux, moins, puis nous, moins. Mais nous, quand même un peu plus que Québec solidaire, parce que tu disais tantôt, troisième opposition, ça c'est artificiel. La vérité, c'est qu'on est la deuxième opposition pour 2 raisons. D'abord, on a fait élire 10 députés comme Québec solidaire. On a obtenu plus de votes que Québec solidaire. Dans les sondages, on est plus haut que Québec solidaire. Ceci étant dit, tu évoques le départ de la députée de Marie-Victorin. Si j'avais une déception de mon mandat intérimaire, c'est qu'elle ait quitté, mais j'aimerais tellement qu'elle revienne. Alors, l'appel est lancé. Moi, je le souhaiterais, mais c'est elle qui fera son cheminement. Je vais lire son livre. Je lui ai dit que j'allais lire son livre, son dernier. Et puis, peut-être que la prochaine personne qui sera élue chef pourra l'inspirer à revenir. Je pense que ce serait apprécié de nos rangs. Elle a été élue sur notre bannière, donc il n'y a qu'une volonté de rassembler. On est à quelques minutes du début du balado, puis on a déjà 2 appels importants. Premier appel, un appel aux dons. Donc, les péquistes pour qui c'est important, vous êtes les bienvenus, vous êtes invités à contribuer encore une fois. Et deuxième appel, Catherine Fournier, si tu es intéressée à revenir pour le renouveau du Parti québécois, tu es la bienvenue. L'invitation est de la bouche de Pascal Bérubé. Elle a une contribution positive. Je vois ses motions, je vois ses questions, et puis bon, ça lui appartient, mais c'est sûr que c'est une collègue qu'on a connue, qu'on a appréciée. Bon, c'était plus difficile quand elle a quitté, mais je dirais que l'important c'est de rassembler. Ça me fait penser, Pascal, ça m'amène sur le territoire des déchirements. Pendant la session, on t'a vu à un moment donné quitter ton siège à l'Assemblée. On a déjà eu l'occasion, dans le cadre d'un autre balado, vous êtes invités, chers auditeurs, à aller écouter nos autres entrevues avec Pascal. On avait parlé un peu de ta relation de long terme avec François Legault, avec qui tu sembles avoir développé quand même une certaine amitié, en tout cas une relation de travail et de collaboration qui a traversé le temps, puis un respect mutuel qui semble s'être installé. Cette fois-là, ce jour-là, où effectivement, franchement, je dois avouer personnellement avoir aussi trouvé que la réponse du premier ministre n'était pas tout à fait digne par rapport à la situation. Mais tu sembles avoir été particulièrement touché par la situation. Est-ce que justement cette relation-là personnelle peut avoir joué le fait que tu te sois senti trahi un peu dans la situation, en plus de l'aspect factuel de la chose? Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, la genèse de cette relation, c'est que en 2000, donc il y a 20 ans cet été, François Legault m'a engagé comme stagiaire à son cabinet au ministère de l'Éducation. Ouais, voilà. Et de stagiaire, je suis devenu conseiller politique au cabinet pendant une certaine période. Et après, il y a eu des postes coupés au cabinet, donc les derniers arrivés. Je suis devenu président du Comité national des jeunes du Parti québécois. Alors là, c'est comme militant que je l'ai connu. Président de ma circonscription par la suite. Candidat en 2003 où il m'a appuyé. Candidat en 2007 où je voulais pas y retourner. C'est lui qui m'a convaincu de me représenter la fois que j'ai gagné. Alors, si je l'avais pas écouté, je me serais pas représenté, je serais pas devant vous aujourd'hui. C'était un collègue, député, pendant quelques années. En fait, 2007 à 2009, on a eu la même adjointe, Nicole Savard, qui a été directrice générale de la CAQ par ensuite à notre bureau de l'Assemblée nationale. Après qu'il a quitté, on est resté en lien. Il a créé la CAQ, il m'a approché. Manifestement, je n'ai pas accepté. Ensuite, il a créé la CAQ, puis on se croisait à l'Assemblée nationale de 2012 à aujourd'hui. Et est resté de ça, je dirais, de l'affection, du respect, de l'amitié, qu'il l'évoque spontanément lui-même. Il le dit en chambre à plusieurs reprises. Donc, je me trompe pas en disant ça. Non, on n'est pas des proches, on n'est pas des gens qui se voisinent. Là. Ça serait difficile là, dans le contexte politique. Mais l'affection est très grande. Moi, j'ai des souvenirs de lui qui est venu chez mes parents, qui a rencontré mon père, qui est venu en campagne de 2007 me donner un coup de main à Saint-Léandre, un petit village au sud de Matane. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et on a des échanges aussi à l'occasion qui ne sont pas d'ordre public. On se texte, on s'écrit, ce genre de choses-là. Ce qui m'amène à dire que il est arrivé quelque chose de particulier ce printemps. Avec la crise, c'est créé 2 rendez-vous par semaine des chefs des oppositions avec lui.
Et c'était très particulier parce qu'il y avait que nous quatre, en fait. Nous quatre, plus nos directeurs de cabinet qui étaient sur la ligne, plus probablement beaucoup d'autres membres du cabinet du premier ministre, où on échangeait sur notre analyse de la pandémie, nos idées, nos projets, puis il y avait des suivis, puis c'était vraiment une relation privilégiée que moi, j'ai énormément appréciée. J'ai adoré ça, et je me préparais de façon là, rigoureuse, là, comme quand j'arrivais au Conseil des ministres, il y avait le point situation politique. Je vois où tu vas, ouais. Et là, la première ministre, parce que c'était une première ministre, quand moi j'étais ministre, elle écoute avec beaucoup d'attention, au moins selon la justesse de tes propos. Et moi, je me préparais vraiment là, très précisément avec un plan de discussion, avec des propositions, pourquoi c'était une bonne idée, puis des suivis. Et ça m'a rappelé ça, parce que Dominique Lebel, qui était directeur de cabinet adjoint de Pauline Marois, a écrit un livre sur son passage comme directeur de cabinet adjoint. Il dit, au Conseil des ministres, celui qui était toujours le mieux préparé à la situation politique, c'est Pascal Bérubé. Madame Marois reconnaissait ça, puis elle voyait que j'étais organisé. Alors, j'ai recréé la même chose, mais avec lui qui est, bon, premier ministre du Québec, donc il y a le respect de la fonction, puis ça impose quand même. Et je retrouvais à la fois un peu de la relation d'autorité de l'ancien patron, de complicité de l'ancien collègue, et nos échanges étaient privés. Donc, nos bonnes idées, on les passait en privé, et nos critiques aussi. C'est en circuit fermé. Alors ça a été fantastique. Mais quand on a déconfiné, puis il a fallu, là, recommencer à l'Assemblée nationale, faire de la reddition de comptes, parce que le gouvernement a été près de 10 semaines sans se faire poser de questions par autres personnes que les journalistes. C'est nécessaire de poser des questions. Et sur cet événement-là, où j'ai quitté, moi, j'ai pas été expulsé comme Jack Meeting, là, j'ai quitté. C'est pas compliqué. Moi, j'ai une fascination dans cette crise, c'est que je veux savoir qu'est-ce qui relève du politique, qu'est-ce qui relève de la santé publique. C'est très important. Puis l'actualité tend à me donner raison sur plusieurs questionnements. Encore Thomas Gerbet, la semaine dernière, qui disait que des fois, il y a des bonnes nouvelles, qu'on attend avant de les donner. Puis bon, il y a confusion des gens. Alors, j'ai posé ma première question sur cet enjeu-là. J'ai posé ma deuxième question. Et là, le premier ministre dit quelque chose qu'il sait pertinemment qui est faux. Je veux empêcher l'accès aux Montréalais dans ma région. Il dit, il veut tuer sa région. Alors, quiconque connaît le tourisme, quiconque connaît mon attachement à ma circonscription, c'est l'affaire la plus sensible pour moi, c'est ma relation dans mon comté. Ça m'a tellement désarçonné. J'étais fâché, j'étais furieux, je savais plus quoi dire. J'avais envie juste de quitter parce que je me suis dit, si c'est la réponse que je me fais offrir, vaut mieux quitter. Mais j'étais vraiment fâché. J'ai dit un mot très fort que j'aurais dû nuancer. Mais je suis pas capable de mentir là-dessus. Ça m'a touché. Mais le vendredi, la dernière intervention du premier ministre avant de quitter l'Assemblée nationale, à ma grande surprise, il l'a utilisé en partie, petite partie, pour revenir là-dessus. Et on s'est réécrit par la suite. C'était bien. Alors, ça n'empêche pas, puis les gens sont en train de constater que j'ai un sens très critique face à son gouvernement. Mais j'ai cette relation-là. C'est le caquiste que je connais le mieux. On va le dire comme ça, même s'il y a plusieurs anciens péquistes. C'est lui que je connais le mieux. J'en fais une excellente imitation, d'ailleurs, là, dans mon caucus, que je ne vous ferai pas ce soir. Mais j'aime bien François, mais je suis très critique de plusieurs aspects de son gouvernement. Même s'il est très populaire. Oui, on échangeait ensemble, j'ai texté, puis je l'ai invité à venir dans ma région, puis il a dit qu'il allait venir, alors on saura l'accueillir. Mais entre-temps, je fais mon travail de proposition, puis parfois de questionnement, puis parfois de critique. Ça fait partie du rôle. Et une chose importante à dire, il y a beaucoup de gens qui disent « faut être positif, faut être uni, faut pas critiquer ». Mais ma question à ces gens-là, c'est entre 2012 et 2018, quand François Legault était chef de la CAQ dans l'opposition, est-ce que vous lui demandiez la même chose? Pas de critique, travaille avec Philippe Couillard, travaille avec Pauline Marois, la politique autrement. La réponse, c'est non. Alors, je sais très bien que ceux qui me disent ça, c'est des fans de la CAQ. Ils aimeraient mieux qu'on critique pas. Mais il était très dur. Je termine là-dessus. François Legault, en 2012 puis 2018, dans l'opposition, c'était extrêmement dur contre les gouvernements successifs c'était le premier, c'était M. Charest en partie, Charest, Marois et Couillard. C'était très, très dur, là, les chars. Les gens oublient ça. Là. Si on ramenait un certain nombre de vidéos, les gens diraient, mais qui est cet homme? Ben, c'était celui qui était dans l'opposition avant d'être premier ministre. Alors, j'aime rappeler ça.
Parlons-en de la pandémie. On parle de, bon, le Québec, c'est quoi? C'est 23% de la population. 64% par contre des décès canadiens au Québec. Ça, c'est une vérité qui dérange. Ben, ça, c'est un problème de parler de ça. Parce que quand on parle de ça, ou quand on place ça sur les réseaux sociaux, on se fait toujours attaquer en disant contre le Québec, contre les efforts, auriez-vous fait mieux, c'est pour accabler le Québec. Il y a énormément de gens qui n'aiment pas qu'on parle de ces statistiques. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a appris dans la pandémie. Moi, j'en ai fait une liste, puis je pense que je vais en faire une lettre ouverte éventuellement. Premier des éléments, c'est se comparer avec des statistiques, bien sûr, qui se tiennent. Parce que c'est pas tous les États du monde qui calculent pareil. On l'a vu avec M. Trump pas tellement longtemps, qui lui dit, si on teste moins, on va avoir moins de cas. Mais je vais parler juste des décès. Là, les décès, c'est près de 5500, puis on va éventuellement atteindre peut-être le 6000. Ces personnes-là sont vraiment décédées. Elles sont décédées dans la souffrance, elles sont décédées souvent dans l'isolement. C'est 5400 présentement des nôtres, des Québécois de toute origine. C'est un drame énorme. Comparons avec le Canada. J'ai évoqué les chiffres. On est 23% de la population canadienne, puis samedi dernier, on était à 64% des décès. Uniquement cette statistique-là, devrait nous inciter à dire, ben, il y a certainement quelque chose qu'on fait pas bien. Mm-hmm. Et une des réponses à ça, ben, on va l'obtenir de qui? De la coroner en chef du Québec qui fait enquête spécifiquement sur la gestion des CHSLD pendant la pandémie. Pas l'analyse, comme le dit parfois le gouvernement, des 30 dernières années de tous les gouvernements successifs, non. Des responsabilités actuelles du gouvernement. C'est une bonne nouvelle qu'il y ait cette enquête. Il va falloir être attentif aux conclusions. Bon, donc il y a ces chiffres-là. Les gens n'aiment pas qu'on évoque ça, parce que c'est comme si on était moins solidaire du groupe. Pourtant, moi, je suis le premier à avoir dit, au début de la crise, il n'y a que l'équipe du Québec qu'on travaille ensemble. Mais il y a une disproportion dans les moyens. Manon Massé, Pierre Arcan, maintenant Dominique Anglade et moi, on pouvait livrer nos idées au premier ministre, on pouvait lui faire part de nos craintes, mais le data, données que tu connais bien, les informations, il n'a que le premier ministre qui les avait. Et le docteur Arruda, lui, ses analyses, ses tableaux, ses chiffres, il ne les livre qu'au premier ministre et son équipe. Il livre pas ça aux oppositions. Appartiennent à tous les Québécois. Mais c'est pas livré à personne d'autre qu'au premier ministre. Deux choses importantes. D'abord, le docteur Arruda, qui ne voit pas ça encore une fois que je disais ça, c'est le directeur de la santé publique. Il l'est depuis plusieurs années. Il a commencé sous le gouvernement de Jean Charest, il a été avec le Parti québécois, il était avec M. Legault, c'est quelqu'un de la politique. Monsieur Arruda, il est directeur de la santé publique, mais il est également sous-ministre adjoint à la santé. Donc, il relève du sous-ministre de la Santé, celui qui, aujourd'hui, a perdu son poste, a été remplacé par Dominique Savoie. Donc, il n'est pas indépendant du gouvernement du Québec. Je lui ai posé la question dans une rencontre privée qu'on a eue à Québec. On nous a demandé, les chefs d'opposition, de venir à Québec rencontrer le docteur Massé, qui était autrefois le directeur de la santé publique. On voit souvent à la télévision le docteur Arruda. Je lui ai posé cette question-là, transparence totale. S'il y avait un enjeu très important pour lequel vous êtes contre, est-ce que vous pourriez le dire à la conférence de 13 heures? Il me dit, c'est jamais arrivé. Je pose la question, si ça devait arriver, qu'est-ce que vous feriez? Je dirais probablement que je signerais quelque chose pour me protéger. Donc, le directeur de la santé publique, moi, je suis de l'école qu'il faut en donner beaucoup d'informations. Puis toutes ces données-là, ils devraient être partagées. Pourquoi? Parce que lorsque des arbitrages entre l'analyse de la santé publique et le politique, on n'est pas témoin de ça. Il n'y a pas de procès-verbaux de ça auquel on a accès. Et je ne serai jamais capable de savoir si ces demandes ont été totalement suivies, partiellement suivies ou pas suivies du tout. Et il y a une preuve, Denis, là-dessus, c'est qu'en Ontario, le Arruda ontarien, lui a fait une sortie publique pour dire « Monsieur Ford ne nous suit pas là-dessus. » Autrement dit, il va vous annoncer quelque chose, mais sachez que je suis contre. Ouais. Vous avez jamais vu ça au Québec. Un directeur de la santé publique qui pourrait dire « J'ai informé le premier ministre ce matin d'une situation, ils ont choisi de ne pas m'écouter. »
Mais il n'y a je pas pense eu que ça n'arrivera pas non plus. Mais il n'y a pas eu un moment où ce que M. Arruda disait justement qu'il n'y avait pas le même point de vue par rapport au déconfinement de Montréal, qu'il l'aurait fait une semaine à l'avance, mais que c'était une décision du cabinet qui l'avait repoussé. Ben, les écoles à Montréal, dans une entrevue, il a dit moi, j'avais pas d'objection à ce qu'on réouvre les écoles à Montréal. Donc, c'est une décision du politique. Puis il y en a d'autres moments comme ça où c'est arrivé. Donc, c'est arrivé. Mais ce que tu nous dis, c'est que la statistique, la donnée, qui devrait être libre et qui surtout appartient à tout le monde, a été utilisée dans un contexte politique, ne serait-ce qu'en rétention. Ben, il y a une mise soit en scène, c'est notre prétention ou soit il y a apparence. Ben, attention, il y a quand même une mise en scène politique. On parle de plus en plus de politique et de moins en moins de santé publique. Il y a eu droit à la mise en scène, on en a eu une à tous les jours pendant toute la crise. Parfois, c'est des annonces gouvernementales, celles qui portent sur le comité sur le racisme, sur les annonces en culture, sur plein d'enjeux, parfois même des attaques contre les oppositions, notamment sur la loi 61, qui sont survenues pendant ces points de presse-là. Tout à fait, ben oui. Le directeur de la santé publique est présent que le premier ministre. Puis nous, on avait dit plusieurs choses depuis le début. On a dit, les points de presse pourraient se faire à Montréal, c'est pas mal là que ça se passe. Puis après, on a appris que oui, on aurait souhaité qu'ils soient à Montréal. La docteure Drouin a dit ça. Ensuite, on a dit, il faudrait avoir accès à vos scénarios de déconfinement d'une firme qui s'appelle McKinsey, une grande firme internationale qui a été engagée sans appel d'offres, 1,7 million de dollars pour produire des scénarios de déconfinement en comparaison avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. On a demandé publiquement que ça soit rendu public, ils nous ont dit non. On l'a demandé par motion, on nous a dit non. Est-ce que ça va nous prendre la loi d'accès à l'information pour avoir ça? Je sais pas, mais c'est l'argent du public. C'est des décisions qui sont importantes et le gouvernement ne veut pas nous donner accès à ces informations qu'on a payées collectivement. Puis d'ailleurs, qui a eu l'idée de demander à McKinsey de faire ça pour 1,7 million de dollars quand on a une expertise qui existe en santé publique au Québec ou à l'Institut de santé publique du Québec? Je veux dire, c'est stupéfiant. Donc, pourquoi c'est important ces questions-là? Toutes les décisions du gouvernement. D'ailleurs, ce sont que des décisions du gouvernement. Quand j'entends dire, moi, par exemple, ouais, mais c'est la santé publique qui a décidé. Non. C'est toujours le politique qui décide. Quand ça faisait l'affaire, on se retrouvait avec des décisions de la santé publique. Mais c'est pas vrai. Quand on dit, par exemple, c'est la santé publique qui a décidé de ci ou de ça, c'est pas vrai. Le premier ministre n'a pas renoncé à ses pouvoirs en temps de pandémie. Au contraire, il y en a plus. Alors, notamment avec l'urgence sanitaire, avec toutes sortes de dispositions, avec des décrets qui sont adoptés. On a fait de la politique par décret pendant des semaines. Donc, c'est le politique qui décide. Alors, moi, mes critiques, elles s'adressent pas au Dr Arruda, elles s'adressent aux élus ou mes questionnements. Puis pourquoi je les pose ces questions? Parce que les décisions engagent 3 choses fondamentales. Notre santé publique, nos droits et libertés et notre argent public qui est engagé dans des programmes, dans des subventions, dans un plan de relance, que sais-je. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait et c'est pour ça que je suis très fier d'avoir été salué par plusieurs analystes comme étant celui qui a posé les questions les plus pertinentes et dures parfois, qui ne sont pas rendues populaires, mais qui s'imposaient dans les circonstances. On a vu t'as fait état tantôt de votre rassemblement, je parle des oppositions, lorsque le moment l'a commandé. Je pense que c'était la meilleure chose à faire au départ de la crise. Tout le monde, il n'y avait qu'un Québec. Je pense que c'est l'expression que tu as utilisée tantôt. Ça et ne pas suivre les informations provenant de sources douteuses. C'est les deux premières choses que j'ai dit. Oui, c'est vrai. C'était un des premiers qui l'a mentionné. Ça a été repris partout. Ça, je me souviens de ce moment-là. Puis on s'entend-tu que c'est un élément qui a marqué beaucoup. Mais on se rend pas populaire à dire ça parce que ceux qui croient à des sources alternatives, là, eux autres, ils nous écrivent. Oui. Puis ils ont trouvé les coordonnées. Alors, c'est la responsabilité qui nous guide. Alors, je parlais du rassemblement des 3 oppositions. Je dirais 3 volontés individuelles de reprendre le travail parlementaire. Mais tu vas voir, Denis, que en fin de session parlementaire, il va falloir déconstruire un mythe. Je l'annonce tout de suite pour pas l'oublier. Ce projet de loi 61, là, ce n'est pas vrai que les 3 oppositions étaient unies. Ce n'est pas vrai. Le Parti québécois n'était pas satisfait de la loi 61 parce que c'est en fonction de ses propres valeurs
et ses propres principes. Ça n'a rien à voir. C'est pas Québec solidaire puis Gaétan Barret du Parti libéral qui vont nous influencer. Je vais le dire comme ça. Donc, on avait nos raisons à nous de pas l'appuyer et c'était la chose à faire. On va y revenir sur la loi 61. Moi, le point sur lequel je voulais t'amener un peu, pas trop longtemps, c'est la réaction actuelle de Québec solidaire qui semble avoir fait de la gestion de crise de la CAQ un angle d'attaque politique très fort. En ce moment, c'est pour ça que je relatais ce que tu disais dès le départ, que tout le monde semblait travailler et tout le monde semblait aller dans le même sens, puis même acclamer les décisions qui étaient prises au cabinet. Mais là, soudainement, c'est rendu un angle d'attaque plutôt aiguisé là, du côté de QS. On sent qu'ils ont décidé de vraiment remettre en question la façon dont cette crise-là a été gérée par le gouvernement caquiste et c'est carrément rendu, et de façon très franche, un angle d'attaque. Est-ce que cette crise-là, Pascal, selon toi, elle a été bien gérée? C'est dur. Elle a été bien gérée dans la première phase pour les communications parce que d'abord, il y a un prix de présence. Si tu es présent chaque jour, les gens l'apprécient. Donc ça, j'appelle ça la prime à la présence. Ensuite, est-ce que les consignes sont claires? Est-ce qu'il y a l'air d'avoir une logique? À partir du moment où on ferme tout, c'est assez logique, il n'y a pas de nuance. On ferme ou on ferme pas. On découvre un personnage attachant qui est le docteur Arruda. On découvre un premier ministre qu'on connaissait pas encore tellement, qui se veut rassurant, qui veut une figure rassembleuse. Ça, c'est la première partie. Mais ça, c'est une des premières leçons de la pandémie. C'est que de tout temps, les Québécois, en temps de crise, se tournent vers leur gouvernement national qui est à Québec et accordent leur soutien. Moi, je l'ai vécu, ça. À petite échelle, évidemment, mais j'ai un souvenir très précis de la fin de semaine où il est arrivé les événements de Lac-Mégantic. On n'était pas un gouvernement aussi populaire que la CAQ. La première ministre était rendue là rapidement et il y avait un tel appui à sa gestion de crise que j'étais allé au régal de Valleyfield où il y a 100 000, 200 000 personnes. J'étais monté dans la guérite où c'est la tradition de faire parler des personnalités politiques. Innovation. Puis là, dites-le à Mme Marois qu'on a fait ça pour elle. C'est arrivé avec Lucien Bouchard. C'est arrivé avec Maurice Duplessis. C'est un réflexe naturel de se tourner vers son gouvernement national. Là, c'est arrivé. Début chaotique pour Justin Trudeau au début. Mais après, en décaissant de l'argent sans arrêt, sa popularité a augmenté. Donc, il y a de ça. Donc, communication au début. Ensuite est arrivé un certain nombre de confusions qu'on peut déjà évoquer sans attendre la fin de la crise. La question de zone froide, zone chaude. La question du masque, qui est maintenant défendu par... là, il y a eu de la confusion après ça. Ouais, le masque n'était pas souhaitable. Et tous les médecins principaux qu'on voit depuis le début de la crise sont tous unis pour dire, je le précise encore une fois, parce que là, il y a des gens qui vont m'écrire. Dans les transports en commun, dans les lieux où il y a une forte concentration de population, à Montréal surtout, il devrait être imposé. J'ai dit ça le 13 mai dernier. Puis là, les médecins disent ça. Ensuite, il y a eu des enjeux sur pourquoi tel secteur est déconfiné avant un autre. Est-ce qu'il y a des lobbies qui se sont exercés? Moi, je le sais pas, puis vous le savez pas non plus. Nos auditeurs et toi, Denis. Alors, il y a plein de questions, puis je pourrais en nommer d'autres. Sur la préparation, par exemple, est-ce qu'on était prêt à faire face à la crise quand elle était déclenchée? Écoutez-les pas de moi. Il y a des reportages qui ont été faits là-dessus. On était les derniers préparés et les premiers à confiner. Donc, il y a beaucoup de choses. Là, les gens pourraient dire, ouais, mais est-ce que vous auriez fait mieux? L'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est, là, le gouvernement, il est en place. C'est du réel. Le gouvernement jeté dans l'opposition, j'en ai parlé tantôt, il a fait toutes les critiques inimaginables à Philippe Couillard. Ça avait été quoi ça avait été quoi les réactions et la façon de gérer gérer le moment de crise de la CAQ justement lors des événements de Lac-Mégantic? Ben, il y avait pas de député vraiment dans ce coin-là. Il y avait François Darnandel qui était pas loin. Nous, on occupait l'espace pour tous les secteurs qui en avaient besoin pour la relance. Puis le député local libéral, qui était Ghislain, j'oublie son nom de famille, on l'a mis dans le coup en partant. Donc, puis on peut se souvenir aussi de Daniel Johnson, fils, chef du Parti libéral, qui se faisait caricaturer pendant la crise verglas dans son bain avec un petit canard puis de la glace. Et ça a été tellement dévastateur que peu de temps après, on a vu arriver Jean Charest.
Quand Jean Charest est arrivé, les gens se souviennent pas que Lucien Bouchard avait un taux de popularité qui était immense. Et quand Jean Charest est arrivé au printemps 98, il menait, mais par des dizaines de points sur Lucien Bouchard. Donc, les choses changent. Alors, il y a eu cette confusion-là qui est arrivée dans les consignes. Et après, est arrivé la reddition de comptes, des questions en chambre et puis des reportages qui ont été faits. Mais malgré tout ça, les gens sont très satisfaits du gouvernement actuel. Et c'est une bonne chose pour le gouvernement, ça lui donne satisfaction, mais il faut pas s'éloigner de principes naturels comme rester ouvert aux oppositions, rester surtout ouvert à la population. Ce qui nous amène au projet de loi 61. Tantôt, tu as parlé, tu as dit que le gouvernement avait géré par décret. Est-ce qu'ils y ont pris goût? Oui. Oui, pas d'opposition. Pas d'opposition, pas de période des questions. On nous disait, Denis, hey, on n'est pas pressé d'en revenir. Ça donne de poser des questions au Salon Bleu? Puis M. Legault lui disait, je demandais à mes ministres qui ne sont pas pressés. Évidemment, avez-vous hâte d'aller chez le dentiste? Non. Il faut y aller quand même. Alors, mais connaissant son humour, je peux pas croire qu'il était sérieux en disant un truc comme ça. Non, mais je pense qu'il était bon. Alors, évidemment que s'il pouvait se priver de ça, puis lui-même comme premier ministre, il aimerait mieux ça, mais ça fait partie de notre démocratie. C'est important. Puis nous, dans nos comtés, on n'a pas fini troisième, les députés, on a fini premier. Alors, donc, pourquoi votre opposition à la loi 61? Parce que c'est un très mauvais projet de loi. Parce que c'est d'abord un projet de loi qui permet au gouvernement de s'arroger des pouvoirs inédits dans l'histoire du Québec moderne, qui sont pas nécessaires. Le gouvernement profite de deux choses. Il profite de la pandémie, on a le regard ailleurs, puis il profite de sa grande popularité en disant hey, on va régler un paquet de problèmes en même temps. Des enjeux sur l'éthique, sur la corruption, sur la collusion, sur l'environnement, sur les expropriations, sur les appels d'offres, avec comme vitrine principale le fait que ça va accélérer les dossiers. Mais on avait des dossiers quand même précis. C'est vrai que c'était des dossiers assez consensuels, non? Les maisons des aînés qui ont été annoncées quelques temps avant le projet de loi 61, on voulait les accélérer. Manifestement, le premier ministre s'est engagé envers Marguerite Blais que pour avoir sa candidature, ça prenait ça. Alors, c'est le coût de la candidature de Marguerite Blais. En tout respect pour Marguerite, que j'aime bien, ça a coûté ça. Alors, et puis là, on savait que les maisons des aînés, on voulait accélérer leur construction. On savait pas qu'on voulait accélérer leur coût aussi. Accélération de 50% des coûts, c'est un débordement des coûts énormes, comme pour les maternelles de 4 ans. Pour un gouvernement de comptables, c'est étonnant. Ils se réclament souvent de ça. Donc, les maternelles de 4 ans, les labs écoles, certaines routes, certains projets d'immobilisation. Il y a plusieurs questions qui se posent. Comment les dossiers ont été choisis? Moi, je peux vous dire que les députés de l'opposition n'ont jamais été consultés. Mais les députés de la CAQ ont l'air d'avoir été consultés parce qu'il y avait tous, au lendemain de l'annonce du projet de loi, un statut sur Facebook en disant « J'ai été entendu, tel projet dans mon comté. C'était comme synchronisé. Peut-être un hasard. Sûrement. J'ai vu ça. Alors, le choix des projets. Est-ce que si on consultait les régions et leurs décideurs, on arriverait à des priorités régionales différentes? Très possible. Ensuite, l'urgence accélérée. On en est de la relance. Mais là, la relance, c'est juste des projets publics. Il n'y a pas d'aide aux PME, il n'y a pas d'aide au modèle coopératif, il n'y a pas d'aide tournée vers l'environnement. Notre plan qu'on a proposé pour le télétravail, c'est pas là-dedans non plus. L'accélération d'Internet haute vitesse, téléphonie cellulaire qui permet de travailler de la maison, c'est pas là. OK, on continue. Et là, il y a des gens qui sont venus parler. Comité de suivi de la commission Charbonneau. Il dit non. Ça renie les principes de la commission, puis les conclusions surtout. Le barreau du Québec, les environnementalistes, un paquet de monde. Donc, c'est un mauvais projet de loi. Puis, ce qui est encore plus particulier, il faut que les gens retiennent ça, c'est que pour qu'il passe, le gouvernement a dit « J'ai besoin de l'appui des oppositions ». Pourquoi? Parce qu'on est en fin de session, puis pour l'adopter, ça prend l'appui de tout le monde à chaque étape. Pourquoi il ne voulait pas aller en Bayon? Pourquoi il ne voulait pas le prendre sous Bayon? Voilà la question. Pourquoi il ne voulait pas y aller? Parce que en ayant l'appui des oppositions, si ça tourne mal, et je pense que ça aurait très mal tourné, il aurait pu dire on était tous là-dedans. C'est ça la raison. Et la preuve qu'il tenait pas tant que ça, là, il vient de changer son ministre porteur qui est Christian Dubé.
Il dit, on va le reprendre, il va être meilleur. Puis pas cet été, là, cet automne. Fait qu'il tenait pas tant que ça. C'est ça la démonstration. Donc, avec l'appui des oppositions, on venait cautionner ça, puis ça tournait mal, puis on était tous dans le même bateau. Mais rappelons une chose, le gouvernement a 76 députés. Il a la majorité parlementaire, puis pas à peu près. S'il l'avait vraiment voulu, il aurait pu l'imposer. Posez-vous plutôt la question, pourquoi il l'a pas imposé? Là, depuis un certain temps, on parle de racisme systémique. C'est quoi le problème à reconnaître qu'il existerait un racisme systémique? Ça me semble pas complètement farfelu comme hypothèse. Moi, j'ai pas trop de difficultés à m'y rendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'au Parti québécois, on a du mal à accepter que ça se pourrait? C'est une question très chargée et c'est très risqué même d'en parler parce que au lieu de s'atteler à travailler sur les raisons fondamentales du racisme et surtout les moyens pour y lutter, on se bute à des chapelles idéologiques qui sont pas nécessairement mal intentionnées, mais qui polarisent le débat. Et très émotive. Ouais. Alors, l'histoire du racisme et du Parti québécois, historiquement. D'abord, notre formation politique, pour faire un pays, souhaite que l'ensemble des citoyens qui habitent sur le territoire puissent adhérer à ce projet-là. Le territoire du Québec, vous êtes québécois. Un peu comme une liste d'abonnements, à moins de vous retirer vous-même. Mais d'entrée de jeu, tout le monde l'est. Le Parti québécooi a historiquement toujours été sensible à la diversité. Premier député noir à l'Assemblée nationale, c'est Jean-Alfred, en Outaouais. La vice-présidente du Parti québécois, René Lévesque, qui était l'équivalent de la présidente, c'est Nadia Simopoulos, d'origine grecque. Le premier député autochtone élu à l'Assemblée nationale, c'est Alexis Ouaouanoloat, en 2007. Un ministre de la Culture noir africain sous le gouvernement de Pauline Marois. Un président actuel du Parti québécois africain, mais encore mieux que ça. Puis je vais terminer sur mes exemples historiques du Parti québécois. 1985, reconnaissance des nations autochtones, René Lévesque. Paix des Braves, Bernard Landry. 2017, on dépose un projet de loi, Carole Poirier, député de Chagrin-Maisonneuve, 20 mesures concrètes pour combattre le racisme et l'intimidation. Jamais Philippe Couillard a voulu appeler ce projet de loi-là. Donc, combattre le racisme, c'est un combat universel. C'est un des mâles les plus affligeants. C'est d'être injustement discriminé sur quelque chose qui n'a rien à voir avec nos comportements, on est tous d'accord. Mais là, alors, j'y arrive. Combattre le racisme. Le racisme systémique, bien sûr, on va nous dire que ça existe depuis 1980, un peu officiellement, puis là, ça a pris des dimensions de culpabilisation collective. Je dis. Et là, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, parce que ça va être repris, puis là, il va falloir embarquer dans un autre débat, puis j'en ai fait plein en privé. Et là, les accusations vont pleuvoir, parce que quand il y a le temps d'accuser dans ce domaine-là, je vous dirais que ça va... Je vais dire le fond de ma pensée. Il y a du racisme au Québec. Il y a des racistes au Québec. Pire, il y a des gestes, des attitudes et des actes racistes au Québec. Il faut combattre le racisme sous toutes ses formes. En emploi, dans le logement, la représentation qu'on s'en fait dans les arts, la culture, la télévision, dans les lieux de pouvoir, la police qui a été amplement médiatisée avec l'affaire Floyd. Il faut que, quelle que soit notre origine ou notre couleur de peau, il n'y ait pas d'obstacle aux rêves auxquels on veut accéder. D'accord? Alors, combattons les racistes et le racisme de plein de façons. Combattons la pauvreté. Combattons les préjugés. Assurons une plus grande place aux personnes de la diversité, les personnes racisées, les personnes noires, les Asiatiques. D'ailleurs, je fais remarquer qu'il n'y a jamais eu un député asiatique dans l'histoire de l'Assemblée nationale. La communauté chinoise doit compter 100 000 personnes au Québec. Il n'y a jamais eu un député d'origine chinoise. Et les Autochtones. Mais je pourrais parler de tous les peuples de la Terre et des personnes qui viennent de partout. Alors, il y a ça à faire. Le racisme systémique, souvent porté par des gens qui en font vraiment un idéal très, très militant, mais pas uniquement militant, des gens qui croient pour vrai, tend à assimiler la société québécoise au même pied que pourraient l'être les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas vrai. Oui, il y a du racisme au Québec, il y a des racistes au Québec, il y a des gestes racistes,
Mais ce que le premier ministre propose, de choisir des actions et de les mener à terme, ça serait, si j'étais à la place du premier ministre, ça serait mon approche aussi. C'est exactement ce qu'on a fait avec le projet de loi sur le racisme et la discrimination. Là, tu parles tu parles des 20 mesures, là? Oui. Donnons la chance à ça. Mais il y a une forte volonté chez une certaine frange de la population de dire, si vous reconnaissez pas ça, vous faites partie du problème, voire même vous êtes raciste. Jacques Meeting a dit ça. Ben oui, on l'a vu. Ben oui, ça c'est un super bel exemple. Mais quand même, je reviens quand même avec ma question, Pascal. C'est quoi le problème de reconnaître cet aspect de racisme systémique-là? Il y en a, j'en vois pas vraiment. Le Québec ne produit pas de façon systémique, ni systématique, ni automatique, ni de façon délibérée du racisme. Il existe une minorité. Mais je pense pas que c'est ça que ça dit non plus quand on parle en même de temps, reconnaître l'existence d'un racisme systémique et non systématique et non automatique, justement. Puis là, après ça, c'est une question de gradient. Voilà, on vient de prouver le point. Combattre le racisme, tout le monde comprend c'est quoi. Alors, n'est-ce pas là... en fait, c'est ça, c'est la peur de la compréhension du terme qui empêche... Non, c'est le travail collectif le plus important, c'est de lutter contre le racisme. Tout le monde comprend ça. Et si on veut en profiter pour en faire un procès de culpabilisation collective d'une société qui ne le mérite pas, la société québécoise, c'est là que moi, je n'embarque pas. Je comprends, tu fais bien, puis je suis d'accord avec toi. Mais ça appartient justement aux inquisiteurs, cette réalité-là. Pas parce qu'on reconnaissait, pas parce qu'on reconnaissait, il me semble, le racisme systémique que l'on devient à la merci des inquisiteurs. Tu comprends mon point? Mais je dis... Ça se reconnaît sans se mettre au joug, justement, de ceux qui ont envie de l'utiliser d'une façon idéologique. Oui, mais ça permettrait à bien des gens de prouver des choses qu'ils souhaitent depuis très longtemps et de dire que la société québécoise, c'est une société raciste. Et c'est pas le cas. Comme si on lui donnait raison. Ouais. Et le premier ministre, je trouve qu'il devrait ajuster une de ses déclarations quand il dit « La majorité des Québécois ne sont pas racistes ». Pas la majorité. Une infime minorité est raciste au Québec. C'est bien plus que la majorité, là. Alors, est-ce qu'on peut combattre ça? Évidemment, moi, j'ai confiance qu'avec les générations montantes, ça va exister de moins en moins. Mais ça existe encore. Et on va lutter contre ça. Et je ne suis pas moins engagé que des gens dont l'objectif est de dire qu'ils vont finir par le dire pour avoir gagné notre point. Le racisme, on sait qu'il existe. Et on peut le combattre. Et moi, c'est la posture que j'ai choisie. Mais tu sais, c'est parce que quand on fait état du racisme systémique, on ne parle pas que des gestes des racistes conscients on parle de quelque chose des beaucoup plus intrinsèque justement qui. Mais c'est pas la police de Montréal n'est pas raciste. Certains policiers sont racistes. Mais qu'est-ce qui fait que la santé, l'éducation? Je m'arrêterai là parce que je trouve que ça ne rend pas service à la lutte qu'on veut servir. Moi, je veux passer à l'action concrètement et les contributions de tout le monde là-dedans sont souhaitées. Le comité que le gouvernement a mis en place, nous, on va y participer. Puis donnons sa chance à cet exercice. Donc, au final, ce que tu nous dis, c'est que les gestes, les actions, ce qu'il faut mettre en place pour combattre le méfait, qu'il soit systémique ou pas, est là, est présent. Oui. On est en action. Moi, je veux condamner beaucoup plus durement les actes. Les actes racistes, selon moi, devraient être condamnés beaucoup plus durement par le système de justice et sur la place publique. C'est ce que je crois, d'accord? Il faut qu'il y ait un prix à payer là, au racisme qui est élevé dans notre société, mais aussi, il y a tellement de travail à faire au plan scolaire, au plan, comment dire, de l'éducation populaire en continu. Au final, on se dirige tous vers la même société qu'on veut construire, qui est une société avec moins de discrimination, mais ça, avec une partie de cette population-là qui aura utilisé le mot systémique et l'autre qui ne l'aura pas utilisé. J'essaie de voir à travers ça qu'est-ce qui fait que c'est si difficile à et pourquoi ça serait pas ceux qui sont une minorité aussi, à certains égards, tant qu'à ça, qui plaident pour une définition très rigide, pourquoi ce ne serait pas eux qui se rallieraient à la lutte contre le racisme, point? Intéressant. Je dis ça, mais je dis rien. Mais voilà. Alors, on est engagé dans la lutte contre le racisme et contre toutes les discriminations. Je pourrais rajouter, par exemple, que
tout le combat depuis des décennies de la communauté LGBTQ+2. Le Parti québécois était avant-gardiste. En 1977-78, Marc-André Bédard, la ministre de la Justice de René Lévesque, intervient. La loi sur l'union civile sur Bernard Landry. D'ailleurs, c'est moi, jeune hétérosexuel, avec mon ami David Pagé, jeune homosexuel, qui a écrit le mémoire du Parti québécois sur l'union civile, et combien d'autres gestes. Donc, toutes les discriminations. La plus urgente, évidemment, c'est celle pour les personnes racisées. On comprend ça, on est mobilisé, mais toutes les discriminations, quelles qu'elles soient, et elles sont toutes importantes, tout comme je considère aussi qu'il existe encore sur le territoire du Québec, parfois, de la francophobie. Tout à fait. Et ça, il faut le nommer. Et ça, on dirait qu'on est gêné parce qu'on dit, vous êtes une majorité. Mais une majorité seulement au Québec, c'est en diminué, mais en Amérique du Nord, certainement pas. Alors, la lutte pour le français, moi, je vais être un allié de tous ceux qui luttent contre le racisme. Mais je souhaite aussi avoir des alliés, y compris de ces personnes-là, qui m'aident aussi à lutter pour le français résultat. Alors, ça, c'est important aussi, et qu'on se rejoigne dans chacune de nos luttes, qui sont toutes importantes. Il y a le combat contre le racisme, le combat contre la pauvreté, le combat pour le maintien de la langue. Là, on perd du monde. À ce moment-là, il y a des gens qui disent « Ah non, ça m'intéresse moins ». La vitalité de notre culture, c'est important. La langue française, c'est une grande langue mondiale. Elle est rassembleuse. J'ai participé, moi, à une manifestation des demandeurs d'asile, essentiellement haïtiens, il y a quelques semaines. Et puis, d'abord, la surprise, le Parti québécois est là, absolument, il est là. Et puis, non, c'est pas vrai qu'on propose que automatiquement tous les demandeurs d'asile soient acceptés, parce qu'il y a la loi, puis il y a des règles, puis il y a aussi l'équité envers les gens qui sont déjà dans le processus. Mais je leur ai dit un certain nombre de choses. D'abord, je leur ai dit gratitude pour le travail qui est fait dans les centres de soins de longue durée, de s'occuper des malades, gratitude, reconnaissance. Et j'ai même proposé que dans les 10 000 préposés aux bénéficiaires que le gouvernement du Québec va former, on en réserve un certain nombre pour des demandeurs d'asile. Ce qui m'apparaîtrait être un geste humanitaire très fort que je leur ai proposé. Et on fait « Oh, wow! » Ben, c'est ça. On arrive avec ça. Ben, les gens étaient heureux de cette proposition, mais en même temps, ils auraient voulu qu'on appuie sans réserve l'accueil de 100% des demandeurs d'asile. Et ça, on peut pas faire ça parce qu'on a une frontière, parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a le droit, parce qu'il y a la loi, puis parce qu'il y a des gens qui ont suivi le processus d'immigration. Oui, puis de toute façon, il y a des raisons pour lesquelles ces raisons sont en place. Faire preuve d'humanisme, c'est quoi? Je leur ai dit que chacun des cas soit analysé avec humanisme et avec attention et avec rigueur, puis aussi des places pour les préposés bénéficiaires. Donc, c'est dans l'esprit de l'héritage historique du Parti québécois. Mais ça, je suis d'accord, mais dans l'esprit de certains, c'était apprendre ou à laisser. C'est soit c'est 100% ou quitte à perdre tous les autres types d'avancements. Il y a des gens qui n'étaient pas contents parce qu'ils disent comme vous n'appuyez pas 100% de notre revendication, vous êtes contre nous. Et moi, je leur ai dit, écoutez, ce principe-là revient beaucoup, hein? On vient de quitter le sujet là, du racisme systémique, puis on est encore dans ce genre de mentalité-là où c'est impossible de se parler. On dirait que tout ce qu'on veut en réalité, c'est des leviers pour pouvoir se chicaner. Si les leviers pour se chicaner disparaissent, ben là, on dirait qu'il y a des groupes qui quittent la table. Ce que ça nous prend, c'est des leviers de chicane. Ça se peut-tu? Moi, je suis envie de... à ce rassemblement, il s'est passé des choses parce qu'après, il y a eu un article. Les gens ils ont dit deux choses différentes, ce qui n'est pas le cas. On aurait écouté les bandes, mais plus important que ça, je leur ai dit, où sont les représentants du Parti libéral? Il n'y en avait aucun. Où sont les représentants de la CAQ? Il n'y en avait aucun. Sauf le représentant qui avait été candidat de la CAQ. Je sais pas s'il est toujours impliqué à la CAQ. Le représentant, un peu le porte-parole de la manifestation. J'étais tellement heureux d'aller là, puis je leur dis, écoutez, on vient pour être utile, pour écouter, pour aider, puis il n'y a même pas de politique beaucoup là-dedans parce que on sait que du jour au lendemain, la communauté haïtienne ne va pas appuyer massivement le Parti québécois. Mais j'ai dit, la formation politique qui vous appuie, qui compte sur votre appui là, systématiquement, est-ce qu'elle vient avec beaucoup de sincérité, tout ça? Et plusieurs m'ont dit, ils nous prennent beaucoup pour acquis. Ben moi, je préfère des gens qui sont très sincères dans leur démarche. Je ne doute pas qu'ils le sont aussi, mais les attentes sont élevées. Alors nous, j'étais content d'aller là. Je suis content d'avoir tout un réseau d'ambassadeurs de toute origine maintenant là, au Parti québécois qui vont se déployer avec autour de notre président Dieudonné.
On fait pas les efforts, on fait notre devoir. C'est juste normal de faire ça. C'est la société moderne de 2020. Est-ce que les efforts en matière linguistique du gouvernement caquiste sont suffisants? Mais il n'y en a pas à date. Il n'y en a aucun. Depuis 2018, il n'y a rien qui a été fait sur la langue, sauf de changer de ministre, à passer Nathalie Roy à Simon-Jolin Barrette. On a annoncé ça à l'automne 2019. Après, c'est rien passé. Bon, bien sûr, il y a eu la pandémie, mais on n'a pas donné d'échéancier. On a présenté des motions. Le premier ministre a dit en public qu'il n'allait pas modifier la loi 101. Ça part bien. Le premier ministre a aussi placé dans la liste des projets du projet de loi 61 l'agrandissement du collège Dawson. Ça, c'est pas rien. Le collège Dawson, le collège anglophone montréalais, obtient depuis des années des rallonges, c'est-à-dire la capacité d'accueillir davantage d'étudiants, puis après, il ne perd pas. Et là, il a demandé l'agrandissement C'est des étudiants étrangers ou seulement des Québécois? Beaucoup de francophones qui vont à Dawson. Puis là, le directeur dit dans un premier article, ça va permettre d'accueillir 800 nouveaux élèves. Étudiants plutôt, cégep. Étudiants. Puis ensuite, dans un article, on fait un communiqué, parce que moi, j'ai réagi, pour réagir à mon communiqué en disant finalement, non, c'est juste pour agrandir. Alors, la version a changé, mais je dis une chose, il est inacceptable que on accepte de s'angliciser nous-mêmes des jeunes adultes dans le réseau anglophone financé par Québec. Je veux dire, est-ce qu'on peut se poser la question de comment consolider notre réseau francophone pour que le transfert linguistique se fasse le moins possible? L'apprentissage de l'anglais, ça peut se faire partout. D'ailleurs, la proportion de jeunes francophones qui parlent anglais est assez importante, qui le parlent bien. Je pense pas que ça soit là qu'il y a le problème. Le problème, effectivement, est beaucoup plus à l'inverse. Mais il me semble qu'avec le type d'appui que la CAQ va chercher depuis quelques années, il risque pas grand-chose au point de vue politique à renforcer justement les mesures qui protègent le français. Pourquoi ils vont pas? Parce qu'ils n'y croient sincèrement pas ou il y a... J'ai peine à croire que c'est... j'essaie de comprendre leur calcul politique, moi, dans ce contexte-là. Alors qu'en réalité, on les attendrait là. Hey, le nombre, on s'entend, je veux dire, Pascal, regarde, ne serait-ce que l'électeur péquiste d'antan, il est pas parti à QS. Il est tout à la CAQ. Ça, d'ailleurs, on pourrait relancer bien des sujets. Ça pourrait relancer bien des sujets par rapport aux dernières politiques péquistes, mais c'est pas de ça que je veux parler. Donc, ils sont rendus à la CAQ. Donc, on s'entend que si, ça, c'est sans parler de tout le personnel, si la CAQ renforçait Attention le personnel. Ouais, OK. Une chose à rappeler, ce ne sont pas des bénévoles. Merci. Tout à fait. Bon point. C'est une belle précision dans le contexte. Tout le monde a le droit de gagner sa vie, puis il y en a plusieurs qui c'est ce qui se passe. Je me limiterai à dire que ce ne sont pas des bénévoles et que certains ont découvert une ferveur caquiste à la première paye. Une ferveur caquiste à la première paye, mais est-ce qu'on n'est pas mieux tant qu'à ça d'avoir des souverainistes de cœur au gouvernement que chez eux? La souveraineté ou l'indépendance, c'est hors du Canada. C'est pas l'aménagement d'un nationalisme à l'intérieur du Canada. Ça a déjà été essayé. Ça marche pas. Intéressant. Réponse sur la langue. Ouais, pourquoi, par exemple, Moi, je veux comprendre leur calcul. Mais ça fait 5 minutes que la réponse est faite. Bon. Vas-y. Voici. C'est simple. Ils m'ont répondu. Ils vont pas changer la loi 101 parce qu'ils considèrent que, par exemple, d'assujettir les entreprises de moins de 50 employés à la loi 101, c'est plus de paperasse. C'est juste ça la raison. Ils n'y croient pas à ça. Alors, si on ne modifie pas la loi 101, si on ne va pas chercher les entreprises à charte fédérale qui ne sont pas assujetties, si on ne fait pas, par exemple, en sorte que on applique de façon systématique la loi 101, on se prive de plein de leviers. Le gouvernement québécois communique encore avec certains de ses citoyens exclusivement en anglais. C'est le cas Hydro-Québec. Et plusieurs enjeux de cette nature-là. Et là, ça n'enlève pas tous les chantiers pour la francisation, pour la qualité du français au secondaire, pour la formation des maîtres, pour les campagnes de promotion, pour intéresser la jeunesse au français comme étant une langue, je dirais pas cool, une langue belle, agréable, qui permet toutes les nuances. On ne voit pas assez souvent sur les réseaux sociaux, qui est souvent remplacé par l'anglais parce que ça fait tellement plus branché. Il faut investir partout. Puis, il y a une donnée importante. Vous savez, les fameuses motions « Bonjour, aïe », il y en a eu 2. Bon, c'est moi qui... Je révèle le secret, c'est moi qui les ai écrites les 2. C'était mon idée. C'était pour démontrer quelque chose de facilement constatable. C'est qu'à Montréal, puis aussi à Laval, puis aussi un peu ailleurs au Québec,
l'accueil est rendu en anglais pour les touristes et pour les citoyens québécois. L'Office de la langue française a fait une analyse de ça. C'est passé de 84% l'accueil en français à 75% en quelques années à peine, et ça continue. Le visage de Montréal s'anglicise à vitesse grand V. Même chose à Laval, parce que des fois, on oublie de parler de Laval. Je peux parler de Brossard, je peux parler d'autres municipalités où ça augmente de façon considérable. Mais je dis Montréal, mais c'est toute l'île de Montréal. Pas uniquement la ville de Montréal, l'île de Montréal. Alors, soit qu'on fait rien, on sait ce qui va arriver, soit qu'on agit énergiquement. Et je tiens à rappeler, pour ceux qui diraient, ouais, mais pourquoi vous l'avez pas fait? Oui, on l'a fait. 2013, le gouvernement de Mme Marois, on réouvrait la loi 101, on lui donnait des dates, on la renforçait. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'on était minoritaire. Oui, mais vous aviez juste à vous adjoindre à un des deux partis. Le Parti libéral voulait rien savoir. OK, mais il restait la CAQ. La CAQ a dit non. La CAQ a dit non parce qu'ils considéraient que c'était trop. Alors, il faut savoir ça, là. Alors, ils ont une deuxième chance maintenant au gouvernement d'aller de l'avant. Et j'espère que ça va se faire. Ils pourront compter sur nos idées et notre soutien. Comment t'expliques la popularité de la CAQ? Ils sont, d'abord, l'étalon de comparaison, c'est le Parti libéral avant avec Philippe Couillard. Donc, c'est sûr que si on se compare aux libéraux de Philippe Couillard, la comparaison nous avantage. On est encore là, tu penses? Il y a de ça. Okay. Il y a le côté volontariste. Alors, moi, je note ça. Ils sont volontaires. Ils peuvent se revirer de bord rapidement. Ils ont envie de faire quelque chose. Ils le font. Et ils réussissent à incarner une position qui est relativement populaire parce que elle n'exige pas des sacrifices énormes. Donc, un nationalisme que j'appelle, moi, de service minimum, qui devrait être celui de tout gouvernement qui se tient à Québec, avec une préoccupation pour l'économie. Donc, ils ont joint ça ensemble, sans trop parler du Canada. D'ailleurs, je vous mets au défi, cher Denis, regardez les réseaux sociaux le 1er juillet, puis regardez le nombre de députés de la CAQ qui va se réclamer, le fier des Canadiens, puis qui va célébrer la fête du Canada. J'adore. Faisons l'exercice. Excellent. Combien de députés sur 76 vont faire référence à la fête du Canada le 1er juillet? On fait un pool. On fait un pool. Alors, on va le faire. L'an dernier, le premier ministre a juste retweeté une image de la CAQ qui dit « Bonne fête du Canada ». Pas de commentaire, il l'a juste retweeté. Sa présidente, par exemple, elle, est à l'effort. En anglais, puis c'est mon pays, puis c'est le Canada, puis ça y va. Mais qui est un ancien libéral. Ah, ben il y en a beaucoup d'anciens libéraux à la CAQ. Il y a aussi cette aile-là qui existe. Donc, tu l'as aussi pour le chèque? C'est pas ça que je dis. Je dis que, moi, des bénévoles, des militants qui changent de formation politique, ça va. T'as raison. Mais le personnel politique, permettez-moi de... J'en connais plusieurs, là. Alors, voilà. C'est quoi le rôle du Parti québécois à l'intérieur de tout ça? Ils vont pas à la CAQ pour l'infiltrer pour qu'elle devienne indépendantiste. Okay? Voilà. Mais ça peut pas avoir un peu cet effet-là à travers tout ça? Je veux dire, on gagne à avoir des souverainistes, des indépendantistes au sein du gouvernement, non? Parce que... L'indépendance, est-ce qu'elle va se réaliser avec la CAQ? Non, il dit qu'il est à l'aise avec le Canada, il dit qu'il s'est réconcilié avec le Canada, il a dit à un journaliste anglophone dans une campagne que c'était exclu pour toujours l'option d'indépendance, ainsi de suite. Alors, s'il veut changer d'idée, ça va me faire plaisir de faire un Jacques Parizeau de moi-même avec Robert Bourassa il y a 30 ans et de dire, Monsieur le Premier ministre, je vous tends la main. Et si ça arrive, mais le plan de la CAQ est à l'intérieur du Canada. Oui, il y a 30 ans aujourd'hui. C'est la journée que je suis devenu indépendantiste, d'ailleurs. Ah ouais. Et, ou le 23, le lendemain que la parade, c'est clairement là, à 15 ans, que je suis devenu indépendantiste. Et c'est clair que il y a des indépendantistes qui doivent y renoncer en allant à la CAQ, puis il y a des fédéralistes qui, eux, n'ont pas à renoncer à grand-chose en allant à la CAQ. Et ça, là, c'est vraiment bien dit. T'as raison. C'est beaucoup plus eux, ils renoncent à rien. Au point de vue des valeurs. T'as raison. Les indépendantistes doivent renoncer. Les fédéralistes ont juste augmenté un peu là, le volume de leur nationalisme. C'est bien dit, c'est intéressant. Puis au pire, de laisser faire les autres. Puis eux, tu sais, il y a des députés de la CAQ qui ont juste un drapeau canadien dans leur bureau. C'est sûrement que l'angle de la caméra ne permettait pas de voir le drapeau du Québec, mais il y a une aile fédéraliste réelle. Voilà. Ça va être quoi? C'est quoi le rôle du Parti québécois à l'intérieur de tout ce portrait-là? On a parlé de toutes sortes de choses. On est dans un moment de notre histoire qui est
assez, je dirais, minimum intéressant. J'aurais envie de dire, on nage en pleine confusion. On a l'air d'être à la croisée des chemins. C'est quoi la suite pour le Parti québécois? Ben, la suite, c'est la raison pour laquelle le Parti québécois est né, pour faire la promotion et réaliser l'indépendance du Québec. Le Parti québécois a un rôle fondamental à jouer dans la démocratie québécoise, représente beaucoup de gens, représente une option qui est importante, pas juste dans l'histoire du Québec. Il y a davantage de raisons aujourd'hui de faire l'indépendance, selon moi, qu'il y en avait en 95, encore plus qu'en 80. Alors, le Parti québécois, c'est son rôle, faire la promotion de l'indépendance. Puis, bien sûr, il y a aussi plein de préoccupations qui se sont ajoutées avec le temps. Une grande préoccupation pour l'environnement, par exemple. Et des nouveaux enjeux qui sont apparus. Mais fondamentalement, c'est de démontrer avec les raisons modernes pourquoi le Québec devrait être un pays. Alors, c'est beaucoup le débat que les candidats à la chefferie vont faire entre eux. C'est comment ils peuvent augmenter l'appui. Puis l'enjeu principal, selon moi, c'est d'augmenter le désir à l'égard du projet. Parce que des fois, on dit, par exemple, il y a tant de pourcentage d'indépendantistes. Ça, c'est vrai si c'est le jour du référendum, puis tu es obligé d'aller voter. Ouais. Mais pour combien de citoyens, c'est l'enjeu premier pour lequel ils vont aller voter une élection. Et c'est pour ça qu'on dit des fois, oui, mais les indépendantistes ont voté pour la CAQ. Bien sûr, s'il y avait un référendum, ils voteraient oui. Mais si la CAQ est au pouvoir, ils ne pourront pas voter oui, parce que c'est pas un parti indépendantiste. Alors, l'enjeu est suivant, c'est que il peut y avoir plein de raisons. Ils peuvent se dire, battre les libéraux, c'est une victoire. Puis les gens ont besoin de victoire. Battre les libéraux, c'était une victoire. Que le Bloc québécois soit de retour, c'était une victoire. Ça nous en prend des victoires. Et je pense que, sincèrement, le gouvernement de la CAQ dit, dans l'espace qu'on a, mais sans jamais menacer de briser le Canada, on va essayer de faire des gains. La vérité, c'est que des gains versus le Canada, on n'en fait pas. Par contre, de mieux gérer le Québec que les libéraux et que le Parti québécois, selon eux, c'est une avancée. Bien sûr qu'on peut être le meilleur gouvernement du monde, mais ça dépend de ce qu'on veut en faire. Le gouvernement de 76 à 81 est un des plus impressionnants qu'on a vu, celui de René Lévesque. Mais son destin, c'était pas de gérer une province, c'était de faire un pays. C'est pour ça que les gens se sont engagés. C'est pour ça que les gens étaient prêts même à quitter leur fonction pour l'idéal d'indépendance. Donc, en 84, quand Jacques Parizeau et plusieurs autres ont quitté, ont claqué à la porte, c'était pour l'indépendance. Combien de députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale quitteraient leur fonction pour un enjeu lié à l'avenir du Québec? Je pose la question. Il y a 30 ans, Lucien Bouchard a quitté le Parti conservateur où il était ministre sur la question nationale. Combien le feraient encore aujourd'hui? Là, je parle de ceux qui ne sont pas dans le mouvement indépendantiste. Comment tu l'expliques? Ils ne sont pas Parti québécois ou Québec solidaire. Parce que, comment je l'explique? Cette question-là est plus aussi chargée qu'elle était. Et puis, il y a des gens qui considèrent que vaut mieux gérer le mieux possible une province. D'ailleurs, le retour du mot province, m'horripile, ça revient là, dans les médias constamment. La province. Dites le Québec. Antoine Robitaille aussi est assez... dites le Québec. Puis là, il y en a... Puis moi, les gens là, qui se font une gloire de dire on n'est pas un pays, on est une province. Ben oui, tant qu'à ça, on est un canton, on est un hameau. C'est quoi cette volonté, en plus de dire, tu sais, de nous rapetisser? Le Québec, ça dit tout. Ça m'a permis de placer ça. Donc, ça existait il y a 30 ans, quand moi, j'ai commencé le mouvement indépendantiste. Et aujourd'hui, est-ce que ça pourrait arriver? D'ailleurs, la CAQ n'a pas entrepris une négociation constitutionnelle avec le Canada. Peut-être pour pas se faire dire non. Peut-être qu'elle n'a pas besoin de le faire avec sa popularité. Si son ambition, c'est d'avoir un deuxième ou un troisième mandat, comme j'ai entendu les caquistes, alors ils ont pas besoin. S'ils n'ont pas besoin de le faire, ils le feront pas. Mais il y a aussi de la nécessité. Et sur la tombe de René Lévesque, il y a un fantastique message qui, évidemment, je me souviens pas par cœur, mais qui dit qu'essentiellement qu'il y a des moments dans l'histoire où le courage et l'audace doivent primer dans l'histoire de la nation québécoise. Et je pense que notre avenir peut-être plus rapproché qu'on pense nous réserve des surprises où le gouvernement va être confronté à des questions très importantes sur l'avenir du Québec qui vont le sortir de sa gestion provinciale et qui vont l'obliger à se poser des questions très fondamentales. Et ça a commencé l'an dernier.
les premiers ministres de l'Ouest qui disent « Vous vivez à nos crochets, on va remettre en question la péréquation, on va vous imposer un pipeline. » Le gouvernement fédéral de M. Trudeau qui menace de contester la loi 21 et combien d'autres enjeux. Référendum sur la péréquation là, en Alberta? Ouais, puis là, à un moment donné, ils vont dire « Ben là, vous nous devez tant. » Alors, là, la pandémie nous a fait un peu détourner ces enjeux-là, mais la question, je vais résumer ce que l'historien Éric Bédard, qui d'ailleurs la personne qui m'a le plus inspiré à faire de la politique, ancien président du comité des jeunes du Parti québécois, m'a dit l'an dernier. J'ai eu une discussion avec lui. Il dit oui, tout ce que vous dites sur la CAQ est vrai, oui. Puis quand on analyse le nationalisme, il n'y en a pas tant que ça, on aura l'occasion d'en faire la démonstration. La laïcité, c'est pas du nationalisme, c'est un choix d'une société de séparer le politique du religieux. C'est pas vraiment du nationalisme. Ça devrait pas l'être. Mais il m'a dit quelque chose en conclusion, il dit, Pascal, se pose encore la question du régime politique. Et ça, c'est pas réglé. Et ça, je pense que tôt ou tard, ça va rattraper tout gouvernement qui est à Québec. Les indépendantistes savent comment faire face à ça. Les fédéralistes le nient. Mais la CAQ sera peut-être confrontée et à ce moment-là, bien embêtée à savoir comment cette coalition très, très large de gens de tout spectre va réagir et est-ce que ça va tenir ensemble si l'avenir du Québec était menacé à telle enseigne qu'il fallait poser des gestes nationaux forts pour notre avenir. Alors, ça peut arriver plus tôt qu'on pense. Il y a parfois des revirements dans l'histoire qui sont étonnants. Et selon toi, ce jour-là, le gouvernement actuel ne fera pas preuve du courage nécessaire? Non, je le souhaite. Je souhaite pas la politique du pire. Je souhaite des sursauts d'enthousiasme pour le véritable nationaliste qui s'assume. C'est lui qui nous mène à notre pleine liberté, à l'indépendance du Québec. Je veux dire, tout le reste, c'est... Je veux dire, c'est voué à l'échec, là. Même avec le minimum de revendications, le Canada sait de rien. Justin Trudeau ou les conservateurs sait de rien. Ça les intéresse pas. On est une province parmi 10. Je ne vois pas qu'ils céderaient quoi que ce soit. À travers tes derniers propos, je te dirais les 5 à 10 dernières minutes, j'ai l'impression que tu as répondu beaucoup à la question que plusieurs te posent de façon détournée quand ils te demandent pourquoi tu as dit non à M. Legault, c'est quoi la suite, pourquoi croire encore au Parti québécois, c'est quoi la suite pour Pascal Bérubé. Ta conviction indépendantiste, elle est intacte, merci, c'est le mot que je cherchais, elle est intacte. Ben, Patrice Roy m'a posé la question. M. Bérubé, beaucoup de péquins, ça la CAQ, pourquoi il n'y allait pas? Ma réponse spontanée, c'est je suis indépendantiste. Je pense que ça me disqualifie, ça a sorti tout seul. Et ça n'a pas été calculé. Puis un grand indépendantiste très connu que je nommerai pas m'a texté en me disant « T'es un vrai ». L'idée, c'est pas d'être un peu ou d'un vrai, c'est une conviction très profonde, très sincère, qui m'anime. Et je vibre encore sur tous ces enjeux-là. Je suis pas dans la nostalgie, je suis dans la nécessité pour le Québec de devenir un pays pour nous permettre de faire tout ce qu'on veut, mieux, encore plus, pour reprendre le slogan de la CAQ. Donc, j'y crois encore. Bien sûr, ça ne veut pas dire que, parce que cette idée est moins populaire maintenant, qu'elle n'est pas aussi pertinente. Alors, j'y crois. Et si ça fait de moi quelqu'un de peu romantique ou ça fait de moi un combattant ou un patriote, quelles que soient les appellations, moi, je trouve que c'est la normalité. Et c'est ça qui m'a guidé la majeure partie de ma vie. La majorité de ma vie, c'est comme militant. J'ai commencé très jeune, j'ai 45 ans maintenant. Ça me brûle encore à l'intérieur. Fait que je la pose là-dedans la question, c'est quoi la suite pour Pascal Bérubé? Ben, la suite, c'est que j'ai un mandat qui m'enthousiasme beaucoup, comme chef parlementaire, mais surtout comme député. Si vous voulez que je fasse trouver un moment là, dans cette entrevue où je fais preuve de vanité, là, ça va être maintenant. Là. Quand je parle du résultat que j'ai obtenu, c'est ma plus grande fierté. Ce résultat qu'on a obtenu, le 70% des voix, alors que le Parti québécois a fait 17, déçu pour mes collègues, mais c'est une totale fusion entre la population, ses aspirations, puis ma volonté de faire entendre les gens de chez nous. C'est ce qui est le plus précieux pour moi. Je suis un indépendantiste, puis je m'en cache pas, puis j'en parle, puis ils le savent qu'ils votent pour le Parti québécois quand ils votent pour moi.
Alors, c'est de l'action politique qu'on a fait, c'est tout ça. Alors, j'ai un mandat jusqu'en 2022. J'aimerais continuer, si les citoyens de ma région le veulent bien. Et on va voir qui va être élu chef. Puis moi, je vais essayer d'être utile du mieux possible, mais je serai plus au même endroit. Je serai plus en avant. Je vais être assis un peu en arrière et je vais tâcher d'être utile. Puis moi, je ne ferai pas pleurer personne. J'aime ça être député, moi. J'ai jamais voulu et travailler pour accéder à une autre fonction. La preuve, je suis pas candidat à la chefferie. Par contre, j'ai adoré être ministre. Ministre du Tourisme, je pense que j'ai bien fait ça. J'ai adoré cette fonction-là. J'ai adoré être leader parlementaire. J'ai beaucoup aimé ça. C'est très demandant, leader parlementaire d'opposition. J'aime beaucoup être chef parlementaire, même si c'est très ingrat, très, très dur. On s'expose à des critiques sur les réseaux sociaux, de militants, de formations adverses. C'est très dur. Et mais je le fais par sens du devoir. Donc, tout ça fait en sorte que l'idée, c'est d'être utile pour ma famille politique. Si tu avais à choisir une caractéristique qui guiderait le choix du prochain chef du Parti québécois, laquelle aimerais-tu mettre de l'avant? Je dis toujours la même chose. Je l'ai dit à tous les candidats. C'est quoi votre valeur ajoutée? Qui n'est pas au Parti québécois qui va décider de venir parce que vous êtes là? Donc, combien de monde vous amenez? Puis, combien vont quitter si vous arrivez? Est-ce qu'il va en rester plus? Alors, ça, je peux dire ça sans manquer de neutralité. Et la jeunesse. Ça, je le dis sans arrêt. Je souhaite que les candidats attirent la jeunesse. Attire la jeunesse. Ça me ferait plaisir. Mais c'est combien de monde t'attire? Moi, on m'a dit en 2003, un organisateur célèbre du nom de Romain Gagné qui me dit, toi, c'est beau que tu te présenter comme candidat, mais qui veut que tu sois candidat? Et là, embêtant, j'ai dit, ouais, mais moi, je veux. Ouais, mais qui? T'es-tu capable de mettre 10 personnes autour de la table qui s'engagent pour toi? Quand tu les auras trouvés, tu viendras me revoir. Puis il avait raison. Alors, je me suis mis à travailler beaucoup sur l'organisation. Je n'étais pas très bon en organisation, je suis devenu très bon. Financement. Puis j'ai passé tous mes soirs pendant 4 ans à vendre des cartes de membres, maison par maison. J'avais pas beaucoup d'argent, je mettais de l'essence dans mon auto, le compte était immense. J'ai fait ça pendant 4 ans, après une défaite en 2003 par 33 voix. En 2007, j'ai gagné par 200 quelques voix. J'ai pensé à tous ces soirs-là où j'étais fatigué. Puis j'allais de maison en maison, comme les pionniers du Parti québécois le faisaient. Puis j'ai dit, à partir de ce moment-là, je vais faire ça en permanence. Et j'ai jamais arrêté de travailler de cette façon-là dans mon comté. Et c'est ça qui m'anime. C'est ce que tu souhaites pour le prochain chef. Ouais. Je souhaite ce côté-là. Puis, tu sais, des chefs qui vont spontanément monter une grande popularité, c'est difficile. Mais je crois au travail, je crois à la sincérité. Je pense que les gens sentent ça. Je pense que chacun des candidats a des choses intéressantes à apporter. Et puis, j'ai hâte de d'entendre les débats. J'ai bien hâte de voir ça. Bientôt. Moi, je serai assis quelques rangées en arrière quand cette personne-là soit là, qu'elle soit dans le caucus ou pas, c'est une possibilité aussi. Alors, est-ce que le caucus va se rallier si le chef arrive de l'extérieur? Ben moi, je vais me rallier, en tout cas, mais le caucus, je pense que oui. J'ai pas de raison de croire. On ne vivra pas un bloc 2. J'ai pas de raison de croire ça. J'ai pas de raison de croire ça. Pascal, on l'a jamais fait, mais j'ai envie de te soumettre les 2 phrases que j'ai retenues, que je me propose d'utiliser une des 2 comme titre, mais j'ai le goût de te les soumettre, puis que tu t'offrir la chance de choisir. La première phrase que tu as dit qui m'a fait beaucoup rire, c'est « Ça fait 5 minutes que la réponse est prête. » Tantôt, pendant que je t'ai posé une question internelle. Ouais, j'étais un peu impertinent de ma part. Oui, mais j'ai trouvé ça très drôle, j'adore. Mais j'étais un gros amateur d'impertinence. Ensuite, l'autre, je pense qu'elle gagne, mais je suis indépendantiste, je pense que ça me disqualifie. Quand on parlait d'une potentielle participation à la CAQ. Ben, ça a sorti tout seul avec Patrice Roy, puis je l'ai réécouté après, j'ai dit, ça savais-tu l'allure que je dis ça? Moi, je trouve et là, les gens autour de moi disent, oui. Puis, quand j'ai eu le texto qui me citait au texte, c'est un vrai, c'est qui? Je peux pas le dire. Ouais. Je peux pas le dire. C'était une figure importante dans notre mouvement, puis je l'imiterai pas parce que je suis plutôt bon imitateur, il faut bien le reconnaître. C'est Marc Laviolette. Non, c'est pas Marc Laviolette. Mais je pensais à lui quand tu parlais des régates. Les régates, oui, ça c'est un gros événement. Malheureusement, qu'il n'y aura pas lieu cette année. Mais bon, c'était un plaisir d'échanger avec toi, Denis. Je vais le choisir, le titre. Merci. Merci beaucoup, Pascal. C'était
Écoute, je suis enfermé à chaleur, puis j'ai pas vu le temps passer. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Vous le savez où trouver les différentes entrevues des engagés publics avec différentes personnalités politiques. Ça faisait notre quatrième même avec Pascal. Vous êtes invité à aller écouter les autres. Il y a comme un récit là, qui se construit à travers le temps. Donc, vous pouvez nous tout trouver ça sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Vous pouvez trouver ça sur Spotify. On est sur SoundCloud. On est sur YouTube, on est sur Facebook. Venez nous donner des exemples, des propositions de sujets. Si vous avez des idées, venez nous poser des questions. Commentez les entrevues, vous êtes les bienvenus. Sur Instagram aussi. Donc, c'était un de nos épisodes pour cette semaine. Puis, bonne Saint-Jean. On est sur le bord de la Saint-Jean-Baptiste. Ben oui. Puis, à la semaine prochaine. Si Dieu le veut.